Bien, alors, comment aborder une intégrale impropre lorsqu'il s'agit de montrer qu'elle est convergente ou elle est divergente? Comment procéder méthodiquement? La première des choses, on regarde est-ce que notre intégrale est calculable au sens où est-ce qu'on est capable de trouver une primitive de la fonction sous le signe intégral. Si c'est oui, le problème est presque réglé. On applique la définition de l'intégrale impropre. Alors là, je vais vous présenter les cas où l'intégrale impropre est du type a plus l'infini, donc f de t dt. Le cas où l'intervalle est borné, ça se traite d'une façon très similaire. Alors ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre a et x de f de t dt. Alors, si on est capable de trouver une primitive de la fonction petit f, disons grand F, alors on va dire que ça c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de grand F de x moins grand F de a. Bien entendu, en supposant qu'on est capable de calculer le grand F. Et une fois rendu ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on calcule la limite. Le plus souvent, c'est une limite simple à calculer, sinon on peut appliquer la règle de l'hôpital au cas où on a des formes indéterminées un peu plus compliquées. Alors, juste un mot là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut appliquer en général pour trouver le grand F? Eh bien, il faut appliquer toutes les techniques et les méthodes du calcul intégral que vous avez vues dans les chapitres qui précèdent celui-là dans votre programme. Alors, juste un petit rappel, il y a essentiellement les changements de variables. Changement de variables, ok. Ça, c'est un chapitre à ne pas oublier. Souvent, on a affaire à un changement de variable. Parfois, on a affaire à, je dirais plus que changement de variable, mais une intégration par partie. Alors, intégration par partie. Intégration par partie, parfois on a besoin des deux. Mais en général, si on est dans le chapitre intégral généralisé, intégral impropre, c'est que le problème n'est pas d'ordre trouver grand F. Ou on est capable ou on n'est pas capable. Si on est capable, ça ne doit pas être très compliqué. Parce que sinon l'exercice n'évalue pas l'étudiant sur les connaissances, sur ses connaissances de ce chapitre, mais sur ce chapitre et d'autres chapitres éventuellement, ces deux que je viens de signaler ici, qui sont vus auparavant. Donc, dépendamment du prof, comment il suggère ces exercices, et il y en a ceux qui insistent dans ce chapitre seulement aux connaissances de ce chapitre. Et les chapitres précédents, il offre une difficulté mineure. Mais parfois, si c'est un examen de synthèse, ça dépend quel genre d'examen vous êtes en train de préparer. Si c'est un examen de synthèse où il y a à la fois ces chapitres et à la fois les intégrales impropres, à ce moment-là, ça peut être, quand l'étudiant arrive à faire une intégration par partie ou un changement de variable, ça va être un travail d'un certain calibre, on va dire. Pas quelque chose de mineur. Très bien. Alors, il y a donc changement de variable, intégration par partie. Il y a aussi les techniques lorsque le petit f est une fonction un petit peu particulière, comme par exemple les fractions rationnelles, un polynôme divisé par un polynôme. Et là, vous avez dans le chapitre des fractions rationnelles, il y a ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples, en fractions partielles simples. Simple, le degré en bas du dénominateur, il est simple. Il est petit, on va dire. C'est soit 1, soit 2. Très bien. Alors, j'ai choisi un exemple de calcul d'intégrale comme ça, où le grand F est une fraction rationnelle. Et j'ai mis le lien en dessous ici, donc vous pouvez cliquer, allez-y, vous allez voir. Alors c'est l'intégrale, je la note ici, l'intégrale de 0 à plus l'infini
de la fraction 1 sur t au carré plus t plus 1. Donc j'ai mis absolument tous les détails nécessaires pour calculer ça. Alors je présente ça de la manière suivante. Donc j'applique la formule qui est ici. Donc j'ai besoin de trouver un grand F et je dis bon, supposons que le grand F est telle formule, je l'écris et je continue mon calcul de l'intégrale généralisée en supposant que ce n'est pas un problème à les trouver F dans un premier temps. Donc j'admets provisoirement la formule que j'écris. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé le calcul de l'intégrale indéfinie, je vais reprendre le calcul de la primitive grand F et je vais faire tout le nécessaire, c'est-à-dire la décomposition d'éléments simples. En fait, ça c'est déjà un élément simple, ça ne se décompose plus. Mais disons, je fais le nécessaire. Ok, ça c'est une complétion de carré qu'il faut faire et un changement de variable. Complétion de carré et changement de variable. Donc je vais faire tout ça en détail. Bref, dans l'exemple que vous allez trouver en bas. Dans la majorité des cas, des intégrales qui se présentent, on est incapable de trouver une primitive grand F pour petit f. On est incapable, non pas au sens où on est incompétent, ce n'est pas ça que je veux dire. On est incapable, c'est-à-dire les techniques que nous avons dans le cours ne permettent pas d'obtenir une fonction grand F qui s'exprime avec les fonctions de base que nous connaissons, que nous avons dans notre répertoire des fonctions usuelles. Alors, même dans ces cas-là, on nous demande de trouver la nature de l'intégrale, c'est-à-dire est-ce que cette intégrale impropre, généralisée, est-ce qu'elle converge? C'est-à-dire la limite là que je calcule, est-ce que c'est un nombre fini, ou bien c'est infini, ou bien ça n'existe pas? Alors, le premier niveau, dans ce cours-là, c'est lorsque le grand F est calculable. Et ça, c'est le niveau numéro 1. Donc, tous ceux qui étudient les intégrales généralisées ou impropres, ça c'est juste du vocabulaire différent, mais ça veut dire la même chose. Alors, tous les étudiants qui étudient ça, ce chapitre, ils font la définition ici. C'est quelque chose de passage obligé. Maintenant, ça dépend, votre programme, il s'arrête où? Ok? Où est-ce qu'il s'arrête? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai enseigné différents programmes et donc j'ai enseigné à des profondeurs différentes. Mais la profondeur numéro 1, c'est application de la définition. Ici, ça, tout le monde passe par là. Un niveau un peu plus profond, ok? Donc, dépendamment de votre programme, on utilise les théorèmes dits de comparaison. Alors, théorème de comparaison, c'est, on est incapable, comme j'ai dit tout à l'heure, de trouver une primitive de notre fonction petit f. On est incapable. Mais on est capable de trouver une primitive, disons, de sa cousine, d'une autre fonction, qu'on va appeler g, et qui n'est pas très loin de la fonction f. Bon, là, il faudrait que je donne un sens à n'est pas très loin, cousine. Disons, elle s'exprime d'une manière proche, point de vue formule. Cette définition reste vague, ça je suis tout à fait d'accord. Mais juste pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Alors, si vous avez ceci, alors on a 0, par exemple, inférieur ou égal à g de x, g de t, inférieur ou égal à f de t, pour n'importe quel t supérieur ou égal à une constante positive. Alors, si l'intégrale de a plus l'infini de la fonction g est divergente, c'est-à-dire lorsque je calcule la limite correspondante que j'ai montré tout à l'heure, de la définition de cette intégrale, je trouve l'infini. À ce moment-là, l'intégrale de petit f, l'intégrale indéfinie de petit f, intégrale impropre, diverge. Le théorème de comparaison, ou le critère de comparaison, ou le test de comparaison, chaque auteur comment il l'appelle, donc vous utilisez le vocabulaire de votre enseignant, ou enseignante. Alors, si vous avez g de t positive et inférieure à f de t, l'intégrale de g de t diverge, alors, le théorème de comparaison, il dit, alors,
f, l'intégrale de f diverge. Ce théorème-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de conclure quelque chose qui concerne f en faisant une étude sur g. Non pas sur f, mais sur g. Et qu'est-ce que g a là de spécial? Eh bien, là, quelque chose de spécial, c'est qu'on est capable de trouver une de ces primitives. Et mieux encore, ça peut être même une fonction tellement classique qu'elle a été calculée, étudiée, et on connaît son profil, on va dire. Est-ce qu'elle converge ou elle diverge? Allez, là, je fais allusion, par exemple, aux intégrales dites de Riemann. L'intégrale de Riemann, c'est disons, l'intégrale de certaines fonctions g particulières, et on sait si elles convergent ou elles divergent, et donc tout de suite, on n'a même pas besoin de faire l'étude de cette intégrale. Dès qu'on reconnaît qu'il s'agit d'une Riemann, ça y est, on sait, celle-là, elle est comme ça ou elle est comme ça, dépendamment de certains paramètres. Donc voilà le critère de comparaison, à quoi il sert. Il nous permet de ne pas faire une étude compliquée, celle de f, mais de faire une étude plus simple, ou du moins une étude faisable, celle de g. Alors, le problème, c'est que l'énoncé, il vient avec f, il ne vient pas avec f et g. C'est ça le gros problème des étudiants. Et quand l'étudiant est face à son intégrale, il se dit, bon, ok, quelle est la fonction g que je vais considérer pour que je puisse faire ce raisonnement? Eh bien, la réponse ne se trouve pas dans l'énoncé de l'exercice. L'énoncé, c'est juste la fonction f. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais vous présenter? Une petite liste de certaines situations, je dirais, classiques standards. Il serait préférable de les connaître, là, maintenant, avant de vous commencer votre cours. Donc, je vous recommande de prendre note de ces petites inégalités comme ça, et de les écrire, les mettre devant vous, et à chaque fois que vous faites des exercices dans ce chapitre-là, prenez cette fiche, et regardez peut-être ce que vous cherchez se trouve là-dedans. N'est-ce pas? Alors, allons-y. Alors, par exemple, quand t est voisin de plus l'infini, alors quand je dis voisin de plus l'infini, c'est qu'il est dans un intervalle du type a plus l'infini. T supérieur ou égal à un certain a. Alors, sinus t est inférieur ou égal à 1. Sinus t est inférieur ou égal à 1. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Prenez note. Très bien. Alors, en valeur absolue aussi. Valeur absolue de sinus t est inférieure ou égale à 1. Et ça, c'est vrai, en fait, pour n'importe quel t réel, nombre réel. Mais souvent, on a besoin de qu'est-ce qui se passe de cette inégalité seulement au voisinage plus l'infini, parce qu'on est intéressé par ces intégrales-là de ce type. Alors maintenant, si t est au voisinage de 0, comment ça se fait? Alors regardez, imaginez, vous avez sinus de 1 sur t. Et t, il est au voisinage de plus l'infini, donc 1 sur t, il est au voisinage de 0 plus. Donc, c'est pourquoi je parle de sinus t quand t est au voisinage de 0. Sinus t, au voisinage de 0, regardez la figure de la fonction sinus, c'est une bosse ici, et voilà t, pour t positif. Sinus, il est en dessous de t, pour n'importe quel t positif. Même ici, ça monte, et ça fait des oscillations. Donc ça, c'est inférieur ou égal à t pour tout t positif, ou nul. Attention donc, cette inégalité-là pourrait vous être utile avec t égale 1 sur t, ou 1 sur t carré, ou autre chose. Autre chose ici, qui tend vers 0, lorsque la variable t tend vers l'infini. Donc, si la chose ici tend vers 0, pensez à ça. Ok? Pensez à, disons, je vais l'écrire autrement. Sinus u inférieur ou égal à u pour u positif. Et votre u, ça va être une fonction de t, 1 sur t, par exemple, 1 sur t carré. Ou peut-être autre chose, 1 sur 1 plus t. Quand t tend vers l'infini, plus l'infini, 1 sur 1 plus t tend vers 0. Donc, le u, c'est tout le 1 sur 1 plus t. Donc, voilà des inégalités, à peu près, de ce style, qui sont standards, qui sont classiques. Il vaut mieux les connaître et les mettre sur une fiche à côté. Alors, ça, c'est les inégalités. Très bien.
Alors, maintenant, on a encore d'autres inégalités. On a aussi d'autres inégalités avec d'autres fonctions. C'est les fonctions logarithmes, exponentielles et les puissances de t. J'efface et on va passer à ces fonctions-là tout de suite. Alors, si vous avez le ln, logarithme, l'exponentielle, ou l'un ou l'autre, et en même temps les puissances de t, les puissances de la variable, il faut absolument avoir présent à l'esprit le graphique que je vais vous montrer tout de suite. Voici le quadrant, le premier quadrant. Les x et les y sont positifs là-dedans. Voici t. F de t égale t. Ok, ça c'est t. Voici voici 1. Ça c'est 1 ici. 1, ça c'est l'exponentielle. E exposant t. Voici le logarithme. Le logarithme il descend ici. Voilà. Là, c'est ln de t. Et entre ces deux branches, l'exponentielle et le logarithme, il y a toutes les puissances de t. T exposant 1, la voilà, elle est au centre, elle est médiane. Et t exposant 1,5, c'est-à-dire racine de t, la voilà. T exposant 2, la voilà. Et toutes les autres puissances, selon que puissance positive, t exposant alpha avec alpha positif, c'est soit de ce type, soit de ce type. Ou t puissance 1, ben c'est la droite, la première bisectrice. C'est comme ça qu'elles sont ordonnées ces fonctions. Alors regardez, vous avez le ln de t, qui est la plus lente, la plus faible, la plus petite, inférieure ou égale à, disons, racine de t. Je vais mettre juste la racine carrée, mais en fait c'est toutes les racines, qui est inférieure à t, qui est inférieur à t puissance 2, qui est inférieur à exponentielle t. Tout ça, c'est vrai à partir de 1 ici. À partir de 1, ces inégalités sont vraies. De 1 à plus l'infini. Donc pour t supérieur ou égal à 1. Et, si vous remarquez ici, parfois vous n'avez pas t puissance 1,5, t puissance 1 ou t puissance 2, mais vous avez t puissance 1 tiers, t puissance 2 cinquième, t puissance 1 septième. En fait, n'importe quel exposant, t exposant positif, il se trouve là-dedans. C'est-à-dire, vous avez ln de t inférieur ou égal à t puissance alpha inférieur ou égal à exponentielle t. Donc, voilà comment sont ordonnées ces fonctions. Très souvent, on utilise l'une ou l'autre. Donc, il est impératif de connaître ces inégalités-là pour faciliter pour utiliser les critères de comparaison. Alors, mis à part ces inégalités-là, vous avez, concernant le ln tout seul, vous avez ln de t positif, ln de t positif pour t supérieur ou égal à 1, ici, vous le voyez, et il est négatif ici. D'accord? Vous avez ln de t supérieur, ln de t supérieur ou égal à 1 pour t supérieur ou égal à e. Parfois, vous avez besoin de 1. Et pour l'exponentielle, e, alors je vais l'écrire ici, e exposant t est supérieur ou égal à 1 pour les t positifs, et e exposant t inférieur ou égal à 1 pour les t négatifs. Là, cette branche-là, vous voyez, ça c'est 1. Et l'exponentielle est inférieure à ce 1-là. Voilà, l'exponentielle t inférieure à 1 pour t négatif. Alors, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Bon, je pense que je n'ai rien oublié en ce qui concerne les inégalités qui sont... Ah, il reste encore une autre, l'arc tangente. Il y a aussi la fonction arc tangente qui est souvent sollicitée dans les intégrales impropres pour deux raisons. Alors pour les t positifs, regardez ici, elle se comporte comme la fonction sinus, elle est inférieure à t, vous avez arc tangente
t inférieur ou égal à t pour n'importe quel t positif. D'accord? Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, vous avez arc tangente t inférieur ou égal à cette horizontale ici, c'est sa limite en plus l'infini, c'est pi sur 2. Ces deux-là sont très souvent sollicités. Et bien entendu, ça c'est positif pour les t qui sont positifs. Juste un petit détail concernant la notation. Dans les manuels européens et dans les manuels nord-américains. Dans les manuels européens, on fait la différence de notation de arc avec A majuscule et A minuscule. Dans les manuels nord-américains, cette convention, elle est moins utilisée, pour ne pas dire pas utilisée du tout. Donc, dépendamment où vous êtes, sachez que dans cet enregistrement, quand j'écris arc tangente, je sous-entends cette fonction-là. C'est-à-dire, les Européens l'écrivent avec un A majuscule. C'est la fonction arc tangente t. C'est la fonction réciproque de la fonction tangente lorsqu'elle est restreinte au premier intervalle autour de 0, c'est-à-dire moins pi sur 2, pi sur 2. Parce qu'on peut prendre l'autre morceau de la fonction tangente et on va l'inverser. Donc on obtient une autre fonction, pas celle-là. Très bien. Donc c'est seulement celle-là qui m'intéresse dans mes discours ici. Sinon, si j'utilise une autre, je vais le spécifier. Donc arc tangente, que j'écrive A minuscule ou majuscule, c'est toujours cette fonction-là. Celle qui est définie sur R et qui a comme ensemble image moins pi sur 2, pi sur 2. Et elle est impaire. C'est cette fonction-là. Très bien. Donc, voilà les inégalités qu'on utilise souvent avec la fonction arc tangente lorsqu'il s'agit des intégrales impropres. Alors, ça c'est pour ce qui en est des inégalités. Ok, donc vous avez l'arc tangente posé inférieur à pi sur 2, inférieur à t, etc. Très bien. Donc tout ce que je viens de dire, bien entendu, vous avez aussi, on va dire t au carré supérieur ou égal à t. Quand t est supérieur à 1, vous avez t puissance n'importe quoi supérieur à t puissance n'importe quoi plus moindre. Ok, 5 ici supérieur ou égal à t puissance 2. Quand t est supérieur ou égal à 1. Ok, donc entre exposants, ça c'est des inégalités classiques. Alors, toutes ces inégalités-là que je viens de mentionner, concernant le sinus, ou cosinus aussi, il est compris entre moins 1 et 1. Mais il n'est pas inférieur ou égal à x, pour tout x. Bon, disons toutes les inégalités dont je viens de parler, sinus, exponentielle, logarithme, les puissances de t, arc tangente, le ln, etc., toutes ces inégalités-là sont vraies à partir de 1, ou à partir de 0, ou à partir de 1 point jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est pour utiliser le théorème de comparaison entre deux fonctions. On compare deux fonctions, on étudie l'intégrale de l'une et on conclut ce qu'il en est pour l'intégrale impropre de l'autre. C'est pas mal ça. Parce qu'on est incapable de calculer l'intégrale de l'autre, celle qui nous intéresse le plus. Elle est compliquée à calculer son intégrale. Très bien. Donc, ça c'est théorème de comparaison. Il y a aussi un autre théorème de comparaison à la limite. Parce que cette comparaison-là, c'est une comparaison qui commence en un point A et qui va jusqu'à plus l'infini. C'est une comparaison, disons, sur tout un intervalle qui se termine par plus l'infini et qui commence quelque part en un point. C'est une comparaison exigeante. Parfois, on peut avoir deux fonctions, on ne sait pas comment elles sont ordonnées, qui est plus grande que l'autre sur un intervalle. On sait seulement ce qui se passe en plus l'infini, c'est-à-dire on connaît la limite de f de t sur g de t, la limite du rapport. Le rapport, par exemple, est égal à 1. Ça veut dire les deux fonctions, si le rapport est égal à 1, la limite de f de t sur g de t égale à 1, quand t tend vers plus l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont égales, entre guillemets, en plus l'infini.
et ailleurs, on ne sait pas comment elles sont. Donc, par exemple, voilà une fonction, elle peut faire ça. Elle va tendre vers cette valeur-là. Et ça, c'est une fonction. Imaginez, vous avez une fonction ici. Voilà les axes, pour être plus clair. Voilà les axes. Ça, c'est L. Ici, c'est une constante. Et puis, cette fonction, elle bouge. J'ai deux fonctions. Une constante et une qui bouge indéfiniment. À aucun moment, je ne peux dire que l'une est au-dessus de l'autre d'un point jusqu'à plus l'infini. Regardez, elle est au-dessus juste temporairement. Et puis, hop, elle est en dessous. Au-dessus, en dessous. Au-dessus, en dessous. Jamais au-dessus, jamais que au-dessus ou jamais que en dessous. Par contre, la limite du rapport de ces deux fonctions, c'est égal à 1. Alors, les intégrales impropres de l'une et de l'autre sont de même nature. Elles sont toutes les deux convergentes ou elles sont toutes les deux divergentes. Et donc, il faudra connaître les limites de rapport de deux fonctions usuelles. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là, vous avez f et vous avez g. La fonction g doit être dans un catalogue de fonctions. C'est les fonctions modèles. Et la fonction f, c'est celle de l'exercice. L'exercice vient avec f et nous, on va considérer g, qui se trouve dans un catalogue. Pourquoi je dis dans un catalogue? Parce qu'on les connaît. Vous avez un catalogue et vous allez prendre, imaginez, c'est des fiches comme ça, vous les prenez. Vous avez G1, G2, G3, G4, G5, des fonctions dans un catalogue. Et c'est marqué dessus. Celle-là, elle converge, celle-là, elle diverge. Celle-là, elle converge, son intégrale converge et diverge. Donc, elles sont connues toutes. Donc, tu as la fonction de l'exercice et tu vas, hop, je prends celle-là, je la mets ici, je calcule la limite, je trouve 1, par exemple, ou je trouve 3,5 ou 1/4. Je trouve un nombre réel. Et donc, je conclus que les deux sont de même nature. C'est ça le théorème de comparaison à la limite. Ou encore, on appelle ça par équivalence. Donc, théorème des équivalents me dit que parce que la limite du rapport, c'est un nombre réel positif, alors je conclus que les deux intégrales sont de même nature. Comme celle de G1 ou G6 ou G14, elle est dans mon catalogue, elle est bien connue, on sait, je lis, ah, ça c'est... elle est comme ci ou comme ça. Donc, je conclus pour celle de mon exercice, il se passe exactement la même chose que celle qui est ici, qui est connue. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Certaines limites de rapport classiques, qui reviennent souvent. Alors, je vais vous montrer, je vais vous fournir une petite liste, et je vous recommande de prendre note et de la mettre devant vous, jusqu'au jour de l'examen, et j'espère qu'elle sera dans votre tête. Tout d'abord, commençons par le cas de polynôme sur polynôme. Si vous avez P de t sur Q de t, la limite, qu'est-ce qu'elle vaut en plus l'infini? Toutes les limites que je considère sont en plus l'infini, sauf mention contraire, là je le spécifie. Alors ça c'est équivalent à quoi? À le monombre de plus haut degré pour t divisé par le monombre de plus haut degré pour q. Donc, je vais noter là, c'est juste une notation entre nous, max P, sur B, T, max Q. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, ça c'est une notation juste entre nous, hein, c'est pas quelque chose de classique. A fois T exposant le max des exposants du polynôme P, divisé par B fois T exposant le max des exposants du polynôme Q. Très simple, je vous donne un petit exemple, juste pour illustrer ce que je veux dire par là. T puissance 5, par exemple, vous avez ça. Donc tout de suite, vous allez dire, c'est équivalent à T au carré sur 3 fois, sur moins 3 fois T puissance 5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le monombre plus haut degré en haut et le monombre plus haut degré en bas avec son coefficient. Et donc ça, c'est égal, une petite simplification, le t au carré se simplifie, il va me rester 1 sur moins 3t à la puissance 3. Voilà, quand vous avez une fraction, quand t tombe à puissance 8. Et cette équivalence-là, c'est au voisinage de plus l'infini. Excellent. Alors, si vous avez par exemple racine, hein, on va dire racine, ici, moi j'ai racine d'un polynôme, ben, vous mettez racine. Si vous avez racine de t au carré, c'est t.
Vous simplifiez et donc vous allez avoir, bon, si je mets racine, bien entendu, ce n'est plus ça. Donc si je mets racine, ça c'est t. Et je simplifie par t, donc je t puissance 4. Donc 1 sur moins 3 fois t puissance 4. Excellent. Alors, maintenant, ça c'est les fonctions polynômes. Concernant le sinus. Le sinus, tout ce que je sais de lui, c'est qu'en valeur absolue, sinus x est inférieur ou égal à 1. Bon, ça c'est une information, quel que soit t. Mais qu'est-ce qui se passe en un point spécifique? C'est le 0. En sinus 0, on sait que sinus t est équivalent à t. Ça vient de la limite de sinus t sur t égale 1. C'est une limite connue, classique, du cours de calcul différentiel. Le t, là, il est au voisinage de 0. Mais nous, notre intégrale, elle va à l'infini. Donc, vous pouvez imaginer sinus 1 sur t, elle va être équivalente à 1 sur t. Là, le t est équivalent est au voisinage plus l'infini. Si t il est à l'infini, 1 sur t il est en 0. Et donc, sinus 1 sur t est équivalent à 1 sur t. Alors, imaginez dans votre intégrale, vous enlevez sinus 1 sur t, vous mettez 1 sur t à la place. Vous voyez à quel point ça simplifie la recherche d'une primitive de votre intégrale. Sinus disparaît, comme si vous enlevez ce signe, vous gardez juste 1 sur t. Très bien. Donc, ça c'est quelque chose de bon à connaître. Sinus t, équivalent à t au voisinage de 0, qui peut se généraliser de cette manière. Alors, le ln. Le ln, souvent on a le ln. Alors, même histoire. Le ln en plus l'infini, on ne sait rien de lui. On ne connaît pas un équivalent polynomial du ln. Je ne peux pas dire ln de t équivalent à t puissance quelque chose ici, au voisinage plus l'infini. Ça, c'est faux. Il n'y a aucune puissance qui lui est équivalente. Vous mettez une puissance, c'est elle qui l'emporte. Ça, c'est toujours plus grand que ça, si la puissance est positive. Donc, si vous avez le ln au voisinage de plus l'infini, vous ne pouvez pas trouver un équivalent, c'est simple. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de chercher un majorant ou un minorant. Quelque chose qui lui est plus grand ou quelque chose qui est plus petit, d'un moment jusqu'à plus l'infini. Donc, je vous rappelle ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était par exemple ln de t inférieur ou égal à racine de t, à toutes les puissances de t puissance positive. Donc, peut-être ça, c'est intéressant dans votre problème. Vous majorez. Donc là, c'est pas un équivalent que vous cherchez, mais une comparaison le long de toute la durée de vie. Pas juste à la fin de la vie. OK? Pas juste en plus l'infini. Durant tout un intervalle du type A plus l'infini. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il y a de classique, de connu concernant le ln? C'est pas au voisinage de plus l'infini, mais au voisinage de 0. On sait que ln de 1 plus t est équivalent à t, quand t est voisin de 0. Si vous calculez la limite de ln de 1 plus t divisé par t, ça vaut 1. Ça donne l'équivalence que je viens de décrire. Mais comme nos intégrales sont au voisinage plus l'infini, donc en fait, ce n'est pas t qui figure ici, mais c'est 1 sur t. 1 sur t au carré. 1 sur... Donc regardez, je vous donne un exemple. 1 plus 1 sur t au carré va être équivalent à 1 sur t au carré. Mettez ce que vous voulez là, qui tend vers 0, quand t tend vers plus l'infini. 1 sur t au carré, ce n'est qu'un exemple. Ça peut être par exemple exponentielle moins t. Exponentielle moins t tend vers 0, quand t tend vers plus l'infini. Donc vous pouvez mettre ici exponentielle moins t, exponentielle moins t. Et donc, à chaque moment, regardez, si vous avez le ln, est-ce que c'est ln de un objet dedans, c'est-à-dire comme ça, et donc vous allez penser à une majoration de ce type. Et ça peut être même l'exponentielle de t ici. Ou bien, est-ce que vous avez un plus, ou quelque chose qui se factorise, ou quelque chose qui s'écrit comme ça? À ce moment-là, vous allez penser disons, à droite, à gauche. D'accord? Soit c'est comme ça, si cette fraction-ci, elle est voisine de 0, vous utilisez ça. S'il n'y a rien de cela, vous utilisez ça. Et bien entendu, n'oubliez pas les fameuses formules de ln. ln de a sur b égale ln de a moins ln de b.
ln de a fois b égale ln de a plus ln de b, ln de a exposant b égale b ln de a. Toutes ces propriétés de la fonction ln, il faut les avoir à côté, ou là-dedans c'est encore mieux. Ok? Parfois c'est avec ça qu'on travaille. Bon. Alors, cette chaîne d'inégalité, là je viens de parler concernant le ln, mais ça vaut aussi pour l'exponentielle. L'exponentielle est plus grande que toutes les puissances de t. Donc il est possible que dans votre intégrale, il vous convient d'utiliser ces inégalités-là. Votre exponentielle, et vous allez l'enlever, vous allez mettre quelque chose de plus petite que l'exponentielle, une puissance de t, t au carré, t puissance 2, t puissance 1,5, t... Okay? Ou peut-être même le ln, dépendamment de l'énoncé. Ok, donc si vous avez par exemple exponentielle t plus t, ça c'est supérieur ou égal à exponentielle supérieur ou égal à t, et c'est supérieur ou égal à l'exponentielle aussi, évidemment. C'est supérieur ou égal aux deux, parce que les deux sont positifs. Mais si je cherche un équivalent, la limite de exponentielle t plus t sur l'exponentielle t, bon là vous allez simplifier ici, et là vous allez avoir t sur exponentielle t. C'est l'infini sur l'infini, mais c'est celui-là qui l'emporte. Donc ça vaut 1 plus 0. Donc c'est égal à 1. Voilà, c'est égal à 1. Donc exponentielle t plus t est équivalent à exponentielle t. En fait, si vous ajoutez t à l'exponentielle, c'est comme si vous n'avez rien ajouté. Comme à l'infini, c'est vraiment rien du tout. C'est quelques sous devant des milliards. Ok? Quelques sous devant des milliards. Très bien. Pensez à une facture de 30 000 $. Vous allez acheter une voiture et puis l'agent qui vous vend la voiture, vous allez dire, allez, je vais t'offrir un petit pourboire de 5 sous. Tu achètes une voiture de 30 000 $ et tu lui donnes 5 sous. C'est un pourboire. C'est ça le pourboire et c'est ça les 30 000. Ok, ça c'est l'infini, ça c'est rien du tout. Absolument. Bref, donc si vous avez l'exponentielle et t puissance alpha, c'est l'exponentielle qui l'emporte largement. Bien, la fonction arc-tangente par exemple, elle se comporte comme le sinus. Ici, regardez, vous avez là, mais là, voisinage de 0, vous avez arc tangente t inférieur ou égal à t, et vous avez la limite de arc tangente t sur t égale 1. Par conséquent, l'arc tangente t et t sont équivalentes quand t tend vers 0. Et donc, si là-dedans, à l'intérieur de l'arc tangente, je mets quelque chose qui tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini, comme arc tangente 1 sur t, ça va être équivalent à 1 sur t au voisinage de plus l'infini. Donc, ce que je sais au voisinage de 0, je peux en bénéficier lorsque je mets 1 sur t au lieu de t, ou 1 sur t carré, ou 1 sur t puissance 3,5, lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, dans une intégrale impropre, si vous avez arc tangente 1 sur t, ou quelque chose du genre ici, qui tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini, pensez, probablement cette équivalence pourrait vous être utile. Alors, le catalogue dont j'ai parlé, il y a des fonctions qui sont là tout le temps, c'est les fonctions de Riemann. Alors, les fonctions de Riemann, je vous rappelle que l'intégrale de dt sur t puissance alpha converge lorsque alpha est strictement supérieur à 1 et diverge lorsque alpha est inférieur ou égal à 1. Donc souvent, notre fonction g, c'est 1 sur t puissance alpha pour un certain alpha. Parfois c'est 1 sur racine de t, parfois c'est 1 sur t, parfois c'est 1 sur t au carré, parfois c'est 1 sur t puissance 3,5, dépendamment de l'exercice. Donc souvent, pensez à ça en premier. D'accord? Si vous n'êtes pas capable de calculer votre fonction primitive, le grand F, vous allez penser aux comparaisons. Avec quoi vais-je comparer? Eh bien, votre fonction, essayez de la comparer avec quelque chose de ce style, 1 sur t puissance. Souvent, c'est ça. D'accord? Je dis souvent, pas tout le temps, il y a toujours des exceptions, mais le plus
courant, ce sont ces fonctions-là qui reviennent le plus souvent. Les fonctions du type 1 sur t puissance alpha avec un certain alpha. Et donc, vous allez dire, puisque alpha, le alpha de l'exercice, par exemple 3,5, 3,5, comment il est par rapport à 1? Il est supérieur à 1, donc vous êtes dans ce cas-là, l'intégrale converge de Riemann. Et puisqu'elles sont équivalentes, ou bien puisqu'elle est plus grande, en fait, théorème de comparaison, tout à l'heure je vous ai dit, 0 inférieur à g inférieur à f, l'intégrale de g diverge, alors l'intégrale de f diverge. Et inversement, si l'intégrale de f converge, alors l'intégrale de g converge. Le théorème de comparaison, il a comme deux faces. C'est comme une médaille qui a deux faces, le revers de la médaille. Ok? Donc, si la grande converge, la petite converge. Si la petite diverge, la grande diverge. Si la grande diverge, vous ne pouvez rien dire sur G. Si la petite converge, vous ne pouvez rien dire sur la grande. Attention. Donc, il y a 4 propositions. Ce qui se passe pour l'une se passe pour l'autre. Mais 2 sont fausses. Il y a 2 propositions fausses et 2 vraies. Lesquelles? Alors, pour avoir un repère, imaginez, vous êtes face à une personne qui est tout le temps meilleure que vous dans ce cours de calcul intégral. Et en sortant de l'examen, elle vous dit, je vais avoir un 0, ou je vais avoir une très mauvaise note. Tout de suite, qu'est-ce que ça implique pour vous? Ok? Parce que pendant toute la session, tout le trimestre, vous êtes convaincu qu'elle est meilleure que vous. Donc ça, si l'intégrale de f converge, celle de g converge. L'exemple que je viens de vous donner là maintenant. Maintenant, inversement, supposons que cette personne qui est meilleure que vous, vous lui dites que vous avez excellent, vous avez travaillé de manière excellente. Et vous allez avoir votre note avant la sienne. Et vous allez lui dire, j'ai eu 100%. Et lui, cette personne qui tout le temps est meilleure que vous, quelle va être sa note? Si toi, la personne qui connaît le moins de choses, vous avez eu un 100%. Donc, automatiquement, lui, il a eu un 100%. C'est-à-dire, si l'intégrale de g diverge, si ça c'est l'infini, f qui est plus grande, son intégrale va être plus grande, donc diverge aussi. Par contre, les autres propositions fausses, c'est-à-dire si f diverge, rien ne peut être conclu pour. Si la personne qui est meilleure que vous, elle a eu 100%, ça ne veut rien dire pour vous. Vous pouvez avoir un 100, vous pouvez avoir un 0 ou une autre intermédiaire. Il n'y a aucune conclusion que vous pouvez tirer si lui, il a eu 100%. Même chose, si vous avez eu 0, vous ne pouvez rien dire sur l'autre personne. Elle peut avoir un 0 ou un 1 ou un 2 ou un 100. Donc toujours, si le mauvais, il a eu une mauvaise note, les gens qui sont meilleurs, ils peuvent avoir toutes les notes possibles. Si le meilleur, il a eu 100%, les autres de la classe peuvent avoir toutes les notes. Par contre, si la personne la plus faible, elle a eu 100%, ça implique que toutes les autres personnes, notamment les plus forts, vont avoir 100% aussi. Si la personne la meilleure, elle a eu 0, ou une note catastrophique, tout le monde va avoir une note catastrophique ou 0. C'est exactement ce raisonnement qui s'applique ici dans les théorèmes de comparaison. C'est la vraie vie là qu'on fait en mathématiques. Ne pensez pas à autre chose. On n'est pas en train d'inventer des choses qui n'existent pas. C'est vraiment comme la vraie vie. Et l'autre théorème des équivalences, c'est la limite du rapport égale une constante positive, égale plus l'infini, égale 0. On a une conclusion. Bref, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Alors, en dessous, j'ai mis un lien vers mon cours en ligne, dans lequel j'ai mis en fait plusieurs fiches que vous pouvez télécharger. Ok, c'est des fiches où j'ai mis des intégrales impropres. Il y en a 7 fiches. Dans chaque fiche, il y a beaucoup d'intégrales pour un total d'environ, pour un total de 40 intégrales. Ok, il y a 40 intégrales impropres et je les ai résolues au complet, les 40. Et je vous ai offert 2 intégrales. Vous pouvez juste vous inscrire et vous avez accès
la résolution complète en détail de l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t au carré dt. Et vous avez aussi une autre, alors celle-là c'est par le calcul d'une primitive, on est capable, ok. Et une autre on n'est pas capable, c'est l'intégrale de ln de t sur 1 plus t au carré. Celle-là aussi elle est intéressante. Donc elle aussi vous avez la possibilité d'avoir accès et de voir la résolution que j'ai proposée. Donc j'ai résolu en détail cette intégrale et cette intégrale parmi les 40 qui se trouvent dans mon cours en ligne. Vous avez le lien en dessous et j'attends vos commentaires sur l'ensemble. C'est tout pour cet enregistrement.